Et donc on peut avancer. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Nets 2024 ? Alors, j'hésitais un petit peu, mais je trouve que ça connecte bien avec ce qu'on vient de dire, puisque je l'ai déjà évoqué un petit peu. Je vais dire 42%. Ouais. Et 42%, c'est la réussite de Mikal Bridges sur les mi-distances, tout en sachant qu'il est 82e centile de la NBA en termes de fréquence. Et donc, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour Mikal Bridges. C'est vraiment la saison où ça lui retombe un peu... toute la hype de l'année dernière lui retombe un peu dessus. Mais je vais développer un petit peu. Je pense que c'est vraiment pas que de sa faute. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans un rôle qui est peut-être un peu trop important pour lui, clairement. Il a commencé la saison en tant que star de l'équipe. Sachant qu'avant son transfert à Brooklyn, on parle d'un joueur qui était entre 3e et 4e option du côté de Phoenix, en étant un excellent défenseur, surtout la première option défensive, on va dire, de l'équipe. Et il s'est retrouvé bombardé en première option. Ça a plutôt bien marché en fin de saison dernière, où il était en plus plutôt efficace. Du coup, on a cru qu'on allait pouvoir construire autour de Mikal Bridges, éventuellement première option, même si je pense que c'était assez évident que première option, c'était vraiment un palier un peu trop haut pour lui. Mais le profil de son jeu aujourd'hui est fait de beaucoup de mi-distance. L'équipe, mine de rien, shoot beaucoup à 3 points aussi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, shoot très très peu au cercle. Le joueur qui va le plus au cercle du côté de Brooklyn, c'est Dennis Smith Jr. Donc c'est dire à quel point l'équipe y va très peu. Et quand on prend l'autre joueur, dont on reparlera plus tard, l'autre joueur qui a eu un énorme usage, c'est Cam Thomas. Lui, il est carrément 99e centile en termes de fréquence de mid-range. Donc une équipe où les deux joueurs qui prennent le plus de tirs jouent tir à mi-distance, qui est plutôt l'apanage des stars. C'est-à-dire que quand c'est Kawhi Leonard qui prend des mi-distances ou Kevin Durant, c'est pas très gênant, mais quand c'est Mikal Bridges et Cam Thomas, c'est un peu plus problématique. Je sais pas ce que tu penses. Oui, tu veux dire qu'il y a aussi un plafond de rentabilité, même s'ils les avaient mis beaucoup, il y aurait eu un plafond, mais alors même si en plus c'est pas forcément des méga stars et qu'ils les mettent pas avec un taux incroyable, il y a un plafond, ne serait-ce que sur le profil des tirs, en effet. Et c'est vrai que on parlait de surchauffe. Il a 37% sur les longs tirs à 2 points cette année, donc c'est pas mauvais, hein, franchement. Au niveau des 40, on commence à se dire que c'est quand même pas mal, quoi. Bon, 37, c'est pas génial, mais c'est pas catastrophique non plus. Mais c'est vrai qu'en fait, la différence, c'est que l'an dernier, sur la fin de saison à Brooklyn, il était à 50% sur les longs tirs à 2 points. Et ça, c'était très bon, ça, pour le coup. C'est ça. Du coup, en fait, on a eu un peu ce trompe-l'œil. Et puis, pour rajouter un petit peu en positif, en quelque sorte, pour Mikal et pas dire qu'il fait juste une très mauvaise saison, c'est l'absence, justement, de playmaker à côté de lui a été un vrai problème, mine de rien. Parce que c'est un joueur à qui on a demandé d'être la première option sans avoir un joueur pour lui créer des meilleurs tirs, justement. Sachant qu'on a eu en meneur du côté de Brooklyn cette saison Spencer Dinwiddie, jusqu'à ce que Dennis Schroeder prenne le relais. On est loin d'être sur l'élite au niveau du playmaking, quoi. On n'est pas sur Doncic et Kyrie, on va dire. C'est ça. La doublette, même si moi j'aime bien Dinwiddie, mais effectivement. Mais oui, je pense que le truc avec Mikal Bridges, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que les Nets, mais individualisé à Mikal Bridges, tu sais. Le sentiment entre peut-être de grosses attentes par rapport à l'an dernier et du coup déception. C'est le cas des Nets dans l'ensemble, c'est le cas de Mikal Bridges peut-être cette année pour certains, cet aspect déception. Après, comment dire, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a un angle où effectivement, si vous attendiez à ce que ça devienne un go-to guy, c'était peut-être une exagération en termes d'attente, je pense. De l'autre côté, il y a peut-être aussi une vision un peu plus concrète qui était de dire, mine de rien, il était déjà à Phoenix, il avait un peu commencé à évoluer, notamment sur la première partie de saison à Phoenix. Donc, le truc n'était pas de dire il va forcément devenir un go-to guy, mais en tout cas attendre qu'il fasse un peu plus que son rôle de spécialiste, role-player, lieutenant qui crée pas grand-chose. Ça, on pouvait s'y attendre. Et à Phoenix, comme dit, début de saison 2023, première moitié, au Suns, il avait un peu évolué là-dessus. Donc, il y avait peut-être cette attente qui était un peu plus légitime, peut-être. Mais c'est vrai qu'au final, tu vois, je propulser dans ce rôle-là ou l'attendre avec des attentes beaucoup trop hautes là-dedans, c'est peut-être juste une erreur de casting. Et encore une fois, comme pour les Nets et leur participation en play-off à l'échelle collective, j'ai l'impression que
que en fait on a eu 2-3 mois de Mikal Bridges qui arrive au net et qui met beaucoup de tirs avec un pull-up. En plus, on associe pull-up, isolation, création, on associe ça à de la star, alors que être star c'est plus que ça, c'est faire beaucoup de drive, être efficace sur drive, faire du passing et autres. Et voilà, comme il est arrivé, il a eu quelques mois de surchauffe, on a peut-être rehaussé les attentes. Mais là encore, comme j'ai dit, la saison des Nets n'est pas une déception. Pour moi, la saison de Mikal Bridges n'est pas du tout une si grande déception que ça, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que on pouvait s'attendre à ça, justement. C'est un retour à la moyenne, en fait. c'est un retour à la moyenne. Et puis surtout, Mikal, après, peut-être que lui aura du mal, et peut-être que c'est pas pour le bien du reste de sa carrière ce qui vient de se passer, parce que ça va être difficile peut-être de retourner justement à des usages plus faibles et à des rôles moins élevés dans d'autres équipes. Je pense à la théorie, par exemple, Jeremy Grant du côté de Détroit. C'est pas toujours simple d'être moins starifié, et peut-être même en termes de compte en banque. Sur le prochain contrat de Mikal Bridges, ce sera compliqué de lui demander d'avoir moins de responsabilités, mais c'était pas lui rendre service pour son jeu, en tout cas, je pense. Mikal Bridges, c'est au mieux une bonne deuxième option. Le fait de le décharger en plus en responsabilité offensive lui permet d'être plus impliqué défensivement, parce qu'on a plus le Mikal Bridges de Phoenix qui était un monstre sur l'homme notamment. Donc c'est des choses qui ne l'ont pas aidé, je pense. Oui, alors comme tu dis, quand tu parles de ça, c'est le côté embourgeoisement. C'est facile d'augmenter son volume et d'avoir plus de tirs, c'est plus dur d'en avoir moins et d'accepter d'en avoir moins, quoi. Il y a toujours un sens où c'est plus facile, quoi. Et en effet, il y a un peu ce truc-là. C'est comme, voilà, tu sais, quand on dit tel star, si on lui met moins de ballons, James Harden, il faudrait le mettre à côté d'un autre porteur de balle et il va défendre plus. En général, ça, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Harden, Westbrook, tout le monde, c'est bon. Il y a un sens qui est plus facile que l'autre, on va dire. Mais oui, en effet. Bah tiens, du coup, si on ouvre un peu le dossier Mikal Bridges, je peux y aller aussi. Alors, j'avais une stat là-dessus. Mais moi, justement, c'était 24. 24, mon chiffre du jour, c'était l'usage de Mikal Bridges, donc son volume de responsabilité. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est un peu difficile de parler de lui, de juger un peu la saison de Mikal Bridges, entre d'un côté les optimistes, peut-être un optimisme exagéré en un sens, et de l'autre côté les pessimistes, peut-être, parce que je me souviens que moi j'étais un peu, et toi aussi, on en avait parlé en preview, mais on était un peu moins chaud sur cette explosion et on nous traitait un peu de, voilà, que vous êtes un peu trop pessimiste, quoi. pas assez emballé par ce qui est en train de se passer. Et en fait, je pense que c'est, comme dit, les attentes de Go-To-Guy qui étaient un peu exagérées. Mais pourquoi le chiffre est intéressant? C'est parce que, tu vois, l'an dernier, fin de saison, il a 28% d'usage. 28% d'usage, en plus sur une efficacité qui est plus 4% au-dessus du score moyen de NBA, donc ce qui est bien, plus 4%. Là, le chiffre d'usage est descendu. Donc, il est à 24 plutôt que 28. Et en efficacité aussi, on est à moins 3. Mais au-delà même de l'efficacité, dont on pourra reparler aussi, mais il y a un step-up, on va dire, et une prise de responsabilité et de volume qui n'a pas été fait. Et peut-être que pour certains, la déception, elle est aussi de là. Pas tant du rendu, mais aussi du fait que certains attendaient au moins de voir, on va pouvoir le tester à 30% d'usage avec beaucoup de ballons, et puis voilà, et on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui a été le cas, quoi. On a vu, t'en as parlé au début, c'était beaucoup d'utilisation en début de saison, finalement c'est un peu redescendu, et voilà, 24% d'usage, pour vous dire, on est autour de Josh Giddey, Kobe White, Kuminga, Keyonte George, voilà, on est dans ces zones-là, alors que 28%, comme en fin de saison dernière, on était plutôt sur 28% d'usage, c'est du Kevin Durant, c'est du Kyrie, Jaylen Brown, Sengun, Paul George, Kawhi Leonard, Ali Burton. Voilà, on est quand même un step au-dessus en termes de volume, pour ceux qui connaissent pas trop l'échelle de l'usage et du volume de responsabilité. Ou alors on peut parler aussi en tir par 100 possessions. Il était à plus de 26 l'an dernier, il est redescendu à 23 cette année. Donc voilà, on a peut-être cette prise de responsabilité qui ne s'est pas opérée cette année. Mais après, comme dit aussi, a-t-il vraiment le potentiel pour faire plus ? Parce que c'est, si on suit un peu le côté schéma ou le côté storytelling, j'ai pas envie de dire ça, mais effectivement, il est role-player dans une très bonne équipe, il devient un go-to-guy entre guillemets dans une équipe moins forte. Tu sais, c'est un peu la logique de schéma de dire voilà, il est en train d'exploser. Mais est-ce que vraiment, au niveau du scouting report, toi, tu penses qu'il peut faire beaucoup plus ? Moi, je pense que oui, il peut faire beaucoup plus, mais à quelle efficacité? Ça, c'est surtout ça la question finalement. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu prendre plus d'usage. La raison pour laquelle aussi son usage a baissé, c'est-à-dire ça a été un peu l'éclosion entre guillemets de Cam Thomas, qui est joueur qui a le plus d'usage du côté de Brooklyn cette saison, et qui est peut-être plus de facilité à se créer son propre tir. Donc il y a eu je pense un raisonnement assez simpliste du côté de Brooklyn à donner le ballon dans les mains de Cam Thomas, pardon. Thomas, ouais.
et on y reviendra un petit peu plus tard, Cam Thomas, quand il a le ballon entre les mains, il va surtout tirer. Donc forcément, ça fait baisser d'office un petit peu l'usage de Mikal. Je pense que cet usage, il correspond au joueur et que ça lui a pas fait du bien cette année parce qu'il n'est pas dans un collectif rodé, mais que retrouver cet usage dans une bonne équipe, ça lui correspondrait plus et qu'on retrouverait un joueur plus efficace, peut-être plus être plus dans les tirs assistés, l'aiderait aussi beaucoup. C'est un joueur qui était plutôt efficace du côté de Phoenix, justement. Donc, oui, effectivement, très efficace. Ouais. On a tous envie de retrouver un petit peu. Je sais pas si on le retrouvera un jour, mais on a tous envie de retrouver un peu le Mikal Bridges de Phoenix en plus, tu vois, le Mikal Bridges de la fin à Phoenix, justement, celui qui. Oui, c'est ça, un peu hybride, on va dire. C'est ça. Ouais. Oui, d'accord. Mais il fait partie de ces joueurs qui, pour moi, peuvent être des magnifiques pièces importantes d'une équipe d'élite, mais tu les mets en première option d'une mauvaise équipe, ça marche pas, quoi. Alors que t'en as, c'est l'inverse. Hein. T'en as, c'est comme ils ont un profil de score, des skills de score, ils peuvent être meilleurs scoreurs d'une très bonne équipe et tu les mets dans d'une mauvaise équipe, pardon. Et quand tu les mets dans une bonne équipe, ça marche plus parce qu'il y a pas la défense, il y a pas le jeu sans ballon, il y a pas plein de choses, quoi. Donc c'est une question de profil. C'est comme si on avait dit à OG Anunoby, tiens, t'es go to guy. C'est comme si on avait dit à Aaron Gordon, vas-y, t'es go to guy. Non, d'ailleurs, on l'a vu à Orlando que ça marchait pas trop, quoi. On l'a vu, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil. Et encore une fois, pour moi, il y a peut-être qu'ils vont être déçus qu'il n'ait pas eu encore plus, il soit pas passé au révélateur encore plus, mais tu l'as expliqué, en termes de scouting report et de qualité, il n'a pas ces qualités de création pour lui, de scoring, création de passing non plus, c'est plus un connecteur, avec Tom d'ailleurs de Dunk Hebdo, un fluidificateur plutôt qu'un créateur passeur, mais c'est la Rolls-Royce des role-players, mais il a aussi 27 ans. C'est ça. À ce stade-là de son développement, Dieu sait que j'aime pas trop les analyses de Bill Simmons, mais il y a une phrase qui dit que j'aime bien, c'est at some point you are who you are. Tu sais, à un moment donné, tu es qui tu es, quoi. Et à 27 ans, à ce stade de son développement, il est qui il est, quoi. En tout cas, ce serait extrêmement improbable que là il explose en termes de scoring. Bon, c'est quasiment du jamais vu. Et autre stade que j'avais noté aussi, tu vois, au-delà du volume, c'est le pourcentage de panier assisté, t'en as parlé. Mais l'an dernier, fin de saison, il était à 55%, ce qui franchement est pas mal. Hein. Franchement est pas mal, c'est encore une fois à niveau de Bradley Beal, Paul George, Tyler Herro, CJ McCollum, Embiid, Durant. Voilà, 55% de ces paniers qui sont assistés, qui surviennent sur une passe décisive, donc pas créés par lui, on est dans ce niveau-là. Cette année, c'est redescendu à 64%. Donc il est plus assisté cette année que ça a pu être le cas sur la fin de saison dernière. Il a moins de volume aussi, on l'a dit. Et puis aussi pas beaucoup d'efficacité, mais pour ajouter, à Phoenix, il était à 80% panier assisté. Donc voilà. Oui, voilà qui explique aussi peut-être la différence d'efficacité où il tapait des saisons à plus 10%, plus 11% d'efficacité par rapport à la moyenne. Là, on est à peine au niveau de la moyenne, voire même un peu en dessous, quoi. Et c'est ce qui paraît normal parce que la nature de ses tirs est un peu différente, donc il force un peu plus. Mais voilà, grosso modo, je pense qu'on a juste pas un créateur. D'ailleurs, quelques stats aussi. Isolation, 1,5 isolation par match, j'avais noté. Et à l'efficacité, non pas au volume, mais à l'efficacité, sur les joueurs qui sont à plus de 1 isolation par match, plus de 1 par match, il est 70e sur 77. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui est très efficace pour se créer son tir sur isolation. Pick and roll, c'est un peu pareil. Finir en action en tant que porteur de balle du pick and roll, 4,7 possessions par match terminées sur pick and roll en tant que porteur de balle, 4,7. Et à l'efficacité là-dessus, il est 46e sur 50. 50 joueurs à plus de 4 pick and roll par match, il est 46e sur 50, 70 sur 77 sur l'isolation. Et puis aussi au niveau de assist, le ratio de playmaking, tu sais que j'aime bien moi, on prend l'assist percentage, on divise par l'usage percentage. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de passes que tu fais par rapport au nombre de ballons que tu as, il est 61 sur 72 parmi des joueurs qui ont un certain usage comme lui, 24%, 61 sur 72. Donc il n'y a pas de scoring de création, il n'y a pas non plus de création de passing. En fait, c'est juste que c'est pas son rôle, quoi. C'est pas son rôle. Et autant c'est une très mauvaise, entre guillemets, première option des Nets, autant tu le mets à Denver, je pense que c'est la meilleure troisième option de NBA, tu le mets à Boston pareil, enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors, c'est exactement ce que je voulais dire, justement. C'est que j'ai même des doutes sur le fait que, tu vois, si tu le passes en deuxième option, ce serait une bonne deuxième option dans des équipes avec un vrai premier très dominant. Mais son meilleur rôle, oui, ça serait troisième option. Dans n'importe quelle équipe NBA, je me demande si ça serait pas la meilleure troisième option possible.
sachant que déchargé en plus d'un usage moins important, d'un volume moins important balle en main, il pourrait redevenir aussi important en défense notamment et reprendre son importance défensive. Tu retrouverais un Mikal Bridges peut-être qui serait la meilleure troisième option de la NBA. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut pas enterrer le joueur. Maintenant, est-ce que on va revoir le Mikal Bridges troisième option? Ça, c'est une autre question. Toi, j'ai l'impression que tu crains plus que moi alors ce côté embourgeoisement de j'aime bien mes responsabilités, quoi. Je pense qu'il restera au pire deuxième option. Je vois mal comment enfin, après, évidemment, si une franchise le fait passer en troisième option, il n'aura pas trop le choix. Mais en tout cas, son souhait, je pense, ce sera d'être au pire la deuxième option. Il en fera une bonne en plus, je pense, en fonction de la première. En fait, ça dépendra pas seulement de la qualité de la première, mais aussi du profil de la première. Il aura besoin de quelqu'un qui peut prendre le jeu à son compte et créer pour les autres. Ok. Bon, alors du coup, je suis un peu plus confiant que toi. Je pense que s'il est transféré dans une bonne équipe et que... Je pense qu'il a un peu un profil... Enfin, pas psychologique, personnalité, mais il a l'air assez chill, quoi. Je sens pas le mec qui justement veut plein de ballons. D'ailleurs, on l'a vu que cette année, 24% d'usage, il a baissé par rapport à l'an dernier. Ouais. J'ai assez d'espoir pour me dire, s'il est échangé à Memphis, à Toronto, à OKC, n'importe où, et qu'il y a déjà beaucoup de monde en place, du coup pas Toronto, je dis n'importe quoi, mais non, j'ai de bons espoirs là-dessus. Pour dire aussi, financièrement et au niveau contractuel, il est encore sous contrat 25 et 26, donc 2025 et 2026. Et toujours avec un bon contrat en plus. Exactement, 23 et 24 millions, ce qui est vraiment pas mal, hein, surtout pour le prochain CBA, le nouveau CBA. Et du coup, on peut finir sur cette question. Qu'est-ce que tu penses que Brooklyn va faire avec lui? Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont encore vouloir le passer au révélateur et insister? Est-ce qu'ils vont l'échanger dès cet été ou bientôt? Ou est-ce qu'ils vont le garder? Parce que d'ailleurs, au niveau des draft picks, ils n'ont pas trop intérêt à être mauvais. Qu'est-ce que tu penses que ça va se passer comment avec Mikal Bridges? Alors, c'est une excellente question. Pour les insides, faut savoir que en plus, on enregistre le soir d'un match où il a été benché au 4e quart-temps du côté de Brooklyn. J'ai vu ça tout à l'heure, donc il n'a pas du tout joué le 4e quart-temps et dans une victoire de Brooklyn. Donc ça repose un peu les questions justement. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant du côté du front office, c'est qu'on cherche une vraie star à lui mettre au-dessus de lui, et de le garder et de continuer à construire autour de lui. Et ça semble être un peu le projet. Malgré quelques atermoiements récemment, je pense quand même que l'objectif de Brooklyn, ça sera de construire avec lui, quitte à peut-être justement faire une croix sur d'autres joueurs, je pense. Je pense qu'ils sont, ils sont plutôt contents, malgré la saison moyenne de Mikal, et qu'ils veulent mieux l'entourer pour qu'il soit justement... Je pense en tout cas que ça serait... forcément une bêtise de le trade cette année. Il serait plus intelligent de faire remonter sa valeur, parce que je pense que sa valeur a mine de rien baissé, même si ça reste un excellent asset. Donc peut-être attendre encore une saison. En plus, au niveau contractuel, tu sais que tu seras pas bien meilleur. On y reviendra plus tard également. Tu sais que tu seras pas bien meilleur l'année prochaine. Donc prendre le temps plutôt que de tout bazarder. Faut dire pourquoi aussi les Nets, c'est une situation particulière. La logique voudrait qu'on pourrait échanger tout le monde et faire le plein d'assets pour ensuite reconstruire la draft, etc., être mauvais. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être trop mauvais parce qu'ils n'ont pas leur choix de draft, en fait. Ils n'ont pas leur pick. Exactement. 2024, il part aux Rockets dans l'échange de James Harden à l'époque. 2025, il part aux Rockets, mais à moitié, vous savez, c'est un pick swap, c'est-à-dire que tu ne peux pas échanger des tours de draft consécutifs de plusieurs années consécutives. Donc, quelle est l'astuce? C'est on fait un swap, c'est-à-dire on offre la possibilité aux Rockets d'échanger le pick s'ils veulent ou pas. Mais bon, concrètement, si les Nets ont un choix qui est dans le top 3, les Rockets vont dire donnez-nous votre choix, quoi. Donc, c'est même OKC qui a le choix, je crois. Enfin, le premier choix sur le swap. En fait, c'est un swap à 3, donc c'est toujours un peu compliqué de savoir. T'as raison. Je crois que c'est OKC qui a la main dessus. Je crois que t'as raison, ouais. T'as raison. Donc voilà, de toute façon, c'est le même problématique, hein. C'est un swap, donc tu peux pas être trop mauvais non plus, sinon tu perds l'intérêt d'avoir au choix de draft. 26, ça part aux Rockets, et 27, c'est quoi? 27, le Nets part aux Rockets aussi en swap. Oui, swap aussi aux Rockets. C'est à partir de 2028 qu'ils ont leur choix. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça qu'on peut se dire, du coup, ils vont garder tout le monde, les joueurs compétents, et pas être trop mauvais. Après, il y a une autre option, hein. Il y a une autre option, c'est premièrement,
tu fais le stock de pics. Si tu échanges Mikal à OKC, par exemple, tu dis donnez-moi 10 pics. Ils ont tellement de pics OKC que bon, ça peut passer. Ou alors, un truc qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de récupérer tes swaps et tes pics. Tu vois, si tu avec un échange aux Rockets, éventuellement, qui aime bien la défense avec Ime Udoka, ça pourrait marcher, quoi. Tu vois, je dis peut-être n'importe quoi, mais trouver un trade où tu arrives à récupérer de la valeur, quoi. C'est une discussion qu'on avait déjà eue lors de nos pastilles CBA avec Tom l'été dernier, justement. Est-ce que si demain Houston tape à la porte pour Mikal Bridges, est-ce que pour récupérer les pics, est-ce que ça se fait? Il y a des rumeurs qui disent que ça a été proposé par Houston et que Brooklyn a refusé. C'est ça. Est-ce que du coup Brooklyn s'en mord les doigts aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas ça semblait quand même inespéré pour Brooklyn de pouvoir récupérer ses pics. C'est dire à quel point je pense qu'ils comptent sur Mikal, et je pense qu'ils vont pas abandonner tout de suite le projet Mikal Bridges, sachant que même s'ils n'ont pas leur pic, ils ont récupéré quand même dans le deal avec Phoenix pour Kevin Durant, ils ont récupéré des pics. Donc ils ont des pics de Phoenix, ils en ont pas cette année, mais ils en ont à partir de l'année prochaine, des pics qui pourraient être intéressants, sachant que la situation à Phoenix sur le moyen terme risque d'être compliquée quand même, mine de rien. Vu l'âge des stars, ouais, tu veux dire, effectivement. Des choix non protégés en plus, hein, côté Phoenix, mais ouais, c'est un peu ça que je me dis, c'est que je comprends le côté non, on veut garder nos joueurs compétents parce qu'on n'a aucun intérêt à tanker, certes, sauf si en un trade ou deux, tu arrives à refaire le plein de bons pics au point où tu te dis, bon ben voilà, on va, ça vaut le coup d'être mauvais du coup. Et encore plus si tu récupères tes propres pics, c'est encore en plus, voilà, que t'avais perdu. Ça c'est sûr. Exactement. Tout à fait, bon, on est d'accord sur Mikal Bridges. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.